Est-ce que je le fais correctement? Allez, un petit rappel. Donc, on va vous parler de l'indice de maturité du bed management. Restez encore quelques minutes. Ne partez pas. Donc cet indice de maturité, vous l'avez vu, on a eu une campagne, c'est la première campagne du coup nationale à l'automne dernier, mais je voulais vous rappeler quelques éléments de contexte et les objectifs initiaux de cet indice. C'est avant tout parti d'un besoin qui était très régional en Occitanie, puisqu'on a mis en place une coordination territoriale de gestion des lits avec l'embauche notamment de 12 ETP sur la question, donc c'est pas anodin, un bon budget. On souhaitait du coup forcément avoir une photographie de départ de cette maturité des établissements, puisque une de nos missions était d'accompagner ces établissements à monter en maturité. Donc pour pouvoir évaluer cette montée en maturité, il fallait qu'on ait un T0. Et donc on a imaginé cet indice qui est vraiment un questionnaire très simple de 36 questions, qui est donc évidemment perfectible et qui est du coup un outil qualitatif, puisque c'est un questionnaire déclaratif. On a commencé à mener ces premiers travaux et puis on s'est dit ça intéresse d'autres régions, d'autres ORU. Donc on a fait un groupe de travail fait d'ORU pour avoir du coup une version consensuelle de ce questionnaire. Et puis ensuite, 3 régions l'ont mis en place. Et pour finir, la DGOS s'est dit pourquoi pas le proposer à toutes les régions de France pour avoir un outil unique, puisque finalement, il n'avait pas forcément de visibilité jusqu'à présent de cette maturité. Donc c'est là que l'ANAP est venue à nos côtés pour du coup faire cette première campagne avec Valentin à côté de moi et Thomas qui est dans la salle. Donc c'est vraiment un outil concret, auto-évaluatif, qui permet plusieurs choses. Donc nous, notre T0 au niveau de l'ORU, mais au niveau des établissements, ça permettait de se situer et d'avoir un outil d'autodiagnostic, d'identifier les leviers d'action, de progression, bien entendu, et surtout, alors il y avait cette photographie, puis on voulait le suivre, et du coup, pour suivre facilement, il nous semblait qu'avoir une note était la chose la plus simple. Donc, ce questionnaire se traduit par une note et un radar. Et puis la dernière chose qui facilitait les choses, c'était un formulaire de recueil en ligne, accessible toute l'année aux établissements, très simple à remplir, et avec du coup une automatisation du rendu des rapports pour que tout le monde ait le même. Et systématiquement, dès qu'un item est changé, le rapport s'automatise et l'établissement a sa photographie mise à jour. Et puis on a, nous, toute l'historicisation des saisies des établissements. Donc 6 thématiques qui reprennent en fin de compte ce qui est dans les textes en termes d'obligations, notamment pour les établissements, je reprécise, avec siège de service d'urgence, et pas tous les établissements MCO, qui est peut-être un projet. Donc les dimensions, on a le bed management, le pilotage, les outils, les leviers internes, les leviers parcours et les procédures. Et comme on vous l'a dit, on a tenu à faire un questionnaire court pour ne pas surcharger les établissements qui sont déjà noyés sous les sollicitations. Et puis un questionnaire très long, ce n'est pas forcément gage de qualité de réponse. On a ensuite beaucoup travaillé sur les modalités de réponse pour qu'elles soient le plus adaptées. On n'est pas resté sur du oui-non ou très peu, extrêmement satisfaisant. Ça a été le plus gros du travail sur ce questionnaire. Bonjour à tous. Donc concrètement, cet indice de maturité du bed management, le premier point qu'il faut souligner, c'est le taux de répondants qui est particulièrement important pour une première enquête et donc ce T0, avec 87% des établissements qui ont répondu à cette enquête. Alors ça n'a pas été très simple, il a fallu avoir plusieurs relances, mais en tout cas l'objectif a été atteint avec 87% des établissements. Et 7 régions qui ont atteint un taux d'exhaustivité de 100%. C'est cette région, donc Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté, Occitanie et Mayotte. Et puis globalement, un taux d'exhaustivité intéressant avec donc 544 établissements qui ont répondu à l'enquête. Dans les résultats généraux, et je ne vais pas m'attarder sur cette slide très longtemps puisqu'on va voir plus en détail ensuite le sujet, on a un indice de maturité qui atteint la moyenne avec 50% comme indice de maturité. Donc ça veut dire qu'il y a déjà du chemin qui a été parcouru si on veut le voir de manière positive, mais également beaucoup de chemin encore à parcourir pour atteindre
pour atteindre un taux plus intéressant et de fait les effets attendus de l'organisation de ce bed management au sein des établissements, avec, et on va le voir ensuite, une variation en fonction des items et des thématiques, puisqu'on n'a pas la même maturité sur l'ensemble des thématiques. Avec du coup les points ciblés plutôt en faiblesse, justement cette organisation du bed management, et à contrario, le point le plus mature, les outils. Mais on en dira 2 mots. Dans la slide qui arrive, je crois. Ouais, non, encore après. Mais, concrètement, à l'échelle des régions, une assez faible variation quand on regarde cette carte. Les notes vont entre 35% et 58%, donc il y a quand même des marges qui existent. Mais globalement, la plupart des régions tournent autour de ces 50% de fait. Et peut-être à souligner Pays de la Loire avec 58% et un taux de remplissage à 100%. Donc c'est d'autant plus intéressant à souligner. Et voilà, et donc pour revenir un peu plus précisément sur les différentes thématiques et le niveau de maturité sur les différents sujets, le point le plus mature concerne les outils de gestion des lits qui sont déployés à hauteur de 66% dans les établissements. Alors derrière, avoir des outils ne veut pas forcément dire qu'on les exploite et qu'on les exploite bien, nécessairement, mais en tout cas, c'est déjà une chose et c'est en lien aussi avec les financements qui ont pu être accordés au niveau de l'ensemble des régions et des territoires. Mais en tout cas, voilà, sur ce point, et on ne constate pas une énorme disparité entre territoires sur ce point des outils. Vous pouvez voir sur la carte à droite sur le tableau que la disparité est tout de même assez faible. En revanche, mais ce qui était aussi attendu, c'est que sur l'organisation du pilotage et de la fonction de bed management, on constate que les données sont plus faibles, avec 40% pour la fonction bed management et 43% pour l'organisation du pilotage de ce bed management. Alors là, on a pris une autre approche, c'est une approche par question. Du coup, on a pris tous les établissements que vous retrouvez dans ces résultats. Donc, en premier lieu, cette fameuse fonction du bed management. Les questions, vous les retrouvez, elles sont accessibles en ligne, mais je vous le rappelle, c'est pas avez-vous ou non un bed manager, c'est avez-vous mis en place une fonction de bed management, quelle que soit la forme qu'elle prend. Ce qu'on voit, c'est que 32% des établissements n'ont pas aujourd'hui de fonction de bed management, alors que c'était du coup une obligation. Et 69% de ceux qui l'ont mis en place uniquement en semaine. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur qu'est-ce qu'un bed manager finalement dans l'établissement et quelles sont ses véritables missions aujourd'hui. On peut vraiment se poser la question, et ça fait partie de nos travaux d'ailleurs sur l'évolution de l'indice, est-ce que c'est simplement quelqu'un qui s'assure d'une bonne remontée des disponibilités en lit et qui transfère cette information dans l'établissement, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un vrai pouvoir d'ordonnancement et qui est légitimé et appuyé assis par sa direction dans l'établissement. Donc, malgré ce chiffre qui peut être élevé chez certains et qui considèrent d'ailleurs avoir une fonction de bed management opérationnel, on voit bien qu'il faut encore creuser ce point-là. Sur les camps et le BJML, donc commission des admissions non programmées, et le besoin journalier minimum en lit, là aussi c'est des points qui pêchent, puisque 69% n'utilisent pas ou peu ce besoin journalier minimum en lit. Alors on le rappelle rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est le chiffre basé sur l'activité des 3 dernières années de l'établissement et qui permet de savoir combien de personnes, en fourchette basse et fourchette haute, vont devoir être hospitalisées en passant par les urgences. Donc ça doit permettre, si on le couple à l'activité programmée, d'anticiper l'intégralité de ces besoins en lit d'hospitalisation. Aujourd'hui, c'est très peu utilisé, peu maîtrisé. Peut-être que certains se crispent aussi ou restent bloqués sur ce 25e percentile. On peut l'utiliser de manière différente puisqu'on donne l'intégralité du panel. Donc les établissements pourraient s'en emparer. Donc on a un gros travail à faire, d'évangélisation par rapport à ça. 61% n'ont pas de commission des admissions non programmées. Donc de toute façon, ça va de pair finalement. Et 70% qui ne sont pas encore intégrés à un dispositif territorial. On le voit, la maturité déjà intra-établissement n'est pas énorme, donc à l'échelle territoriale, c'est pas mieux, voire pire.
Alors sur les outils, c'était moi. Une discussion intéressante. Certains nous disent oui, mais attention, outil, ça veut tout dire et rien dire. Les questions qu'on pose dans le questionnaire sont voilà, est-ce que vous avez un outil de visualisation de Dispodélie? Pardon. Est-ce qu'il est mis à jour et à quelle fréquence? Et puis, est-ce qu'il est utilisé par les médecins? On ne pose pas juste la question avez-vous un outil, oui ou non? Derrière ces outils, on peut avoir un tableau Excel, comme on peut avoir un outil interopéré avec le logiciel d'établissement, etc. Bon, c'est pas parce qu'on a un outil automatisé et très chouette et très cher qu'il y a une information fiable derrière. Donc, un fichier Excel très bien rempli et animé au sein de l'établissement peut être tout aussi efficace. Donc pas de conclusion hâtive sur ce sujet, mais par contre ça fait partie des points qu'on améliorera aussi dans la précision sur la V2. Donc quand même 48% qui n'ont pas de visibilité des lits dispo en temps réel et 80% qui estiment avoir quand même un outil, 52% utilisé par les médecins. C'est encore moi. Alors, les sorties d'hospitalisation, ce qu'on voit, c'est que 71% sont anticipées la veille, mais que par contre, 66% de ces sorties se font encore entre 14h et 18h. Élément qu'on veut faire aussi évoluer, c'est cette notion de salon de sortie, parce qu'elle n'est pas forcément pertinente dans tous les établissements, en fonction de leur taille et de leur problématique. Et puis, on vous mettra peut-être davantage en avant l'ensemble des éléments, des modalités qui peuvent être mis en place pour faciliter la sortie et pas rester uniquement sur cette notion de salon de sortie. Alors sur le volet social et la thématique des bed blockers, ce qu'il faut retenir, c'est un premier point, c'est que 90% des établissements mobilisent l'assistante sociale lorsque c'est identifié comme nécessaire à l'admission du patient, mais qu'en revanche, les 2/3 n'ont pas de procédure de gestion des bed blockers qui soit fonctionnelle et active, ce qui est donc un sujet d'organisation de la structuration du fonctionnement des établissements, et ce qui interroge, puisque indépendamment du volet lié à l'aval des urgences, c'est une question qui concerne l'ensemble des structures, indépendamment du fait qu'elles soient sièges ou non d'urgence. Et c'est quelque chose d'ailleurs que nous on voit beaucoup dans la coordination territoriale en Occitanie, puisque c'est un sujet sur lequel on vient beaucoup nous chercher côté établissement, c'est les aider à gérer ces bed blockers. Et c'est le lien qu'on peut faire justement avec cette thématique de l'aval, c'est la connaissance de son territoire, les relations qu'on peut entretenir avec les établissements d'aval. Donc de la même manière, on va retrouver le fait que 31% n'ont pas de convention active avec les SMR, ou bien encore sur le volet de la thématique HAD, que 72% n'utilisent pas ou utilisent peu l'HAD au sein des urgences. L'HAD qui... tel qu'on le porte, en tout cas avec force à la nappe, et un réflexe qui doit être mobilisé dès les urgences pour permettre d'éviter certaines hospitalisations, et qui peut également permettre, dans certaines situations, d'être un aval envisageable. Et enfin, 36% mobilisent des dispositifs d'appui à la coordination, donc ce qui est encourageant, mais qui pourrait encore être développé. On voit que la maturité dans les territoires est très très différente pour ces DAC, très disparate sur les DAC et la capacité de l'HAD à intervenir dès les urgences. Alors, juste pour vous montrer, on a un mode de calcul qui vous retrouvez d'ailleurs en accès libre sur le site de la FEDORU, avec des pondérations qui favorisent les volets qui sont du coup les obligations, qui sont celles des établissements, outils, BJML, fonction bed management, etc. Simplement pour dire qu'on peut le voir aussi différemment, l'exploiter de manière différente suivant les besoins. En premier lieu, c'était vraiment un outil de suivi de l'évolution et puis d'animation. Mais les ARS, la DGOS peut avoir d'autres usages. Et là, pour le coup, sur demande de la DGOS et de Laurent Gadeau, on a refait des calculs en prenant en compte la taille de l'établissement et le poids
de ces gros établissements dans la note territoriale. Du coup, vous le voyez, ils sont pondérés par rapport à la volumétrie des mutations MCO post-service d'urgence, et on a fait un focus sur du coup le bed management, le BJML et l'outil de disponibilité. Donc du coup, ça donne des notes un peu différentes. Et voilà. Donc ça, c'est une des manières de faire. On peut le traiter encore d'autres manières. C'était juste un exemple. Donc en synthèse, comme vous l'avez compris, c'était un T0 qui comporte des limites, mais qui a le mérite de permettre une photographie de l'existant et qui a vocation ensuite à continuer d'être amélioré par le futur. Donc double intérêt de l'indice de maturité, ça permet à la fois à l'établissement de s'auto-évaluer, de se positionner sur la maturité de son organisation, et puis également pour les tutelles et le pilotage territorial et national, d'avoir un outil de recueil et une visualisation des effets des politiques sur la mise en place de la fonction de bed management. Les premiers résultats mettent en évidence une certaine disparité en fonction des territoires, alors renforcée d'autant plus par l'effet de pondération dont Alicia vient de parler, une appropriation des outils, et également un retard sur la mise en place de la fonction de bed management et du volet pilotage de la gestion des lits. Voilà, je pense que... Ok. Du coup, on fait évoluer cet indice, comme tu l'as dit rapidement. Donc, on travaille une V2 avec l'ensemble des partenaires, donc la FEDORU, la NAP et les ARS. Et on vient de démarrer. Du coup, on aura une deuxième mouture qui arrivera très rapidement pour, du coup, une photographie T1 à la rentrée. Pour terminer, pour aller un petit peu plus loin, on parle de maturité de cette gestion des lits, très bien, avec un gap qui semble encore important pour arriver à une maturité satisfaisante, puisqu'on est à 50%. Pour autant, on peut se poser la question de est-ce que le jeu en vaut la chandelle finalement ? Est-ce qu'il faut pousser encore les établissements pour qu'ils arrivent à des scores plus important, l'indice de maturité, c'est les moyens mis en œuvre. Est-ce que vous avez fait telle et telle chose ? Très bien. Est-ce que pour autant, ça a un véritable impact sur la fluidification du parcours du patient qui sort des urgences ? On a essayé de croiser quelques indicateurs. Je vous en ai mis 3, il peut y en avoir d'autres. Donc le taux d'occupation à 8 heures, la durée de passage aux urgences avant hospitalisation, les patients en brancard, les croiser avec la maturité, les notes de maturité. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore de corrélation, donc on va continuer de creuser, mais c'est vrai que la question se pose, est-ce que tous ces efforts-là ont finalement un impact si fort que ça sur la fluidification du parcours ? Donc on ouvre là-dessus, on est encore en train de finaliser nos travaux statistiques et d'ailleurs à plusieurs régions. Mais c'est vrai que voilà, les moyens c'est bien, mais l'efficacité c'est quand même la cible. Voilà, merci. Merci.